Maintenant, les amis, les faits. Alors, vous avez vu, comme moi dans la presse, ouverture, inauguration d'une usine de montage, comme ici par exemple sur un tweet de la présidence de la République. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a inauguré ce samedi à Kinshasa, on est le 10 juin, à l'usine Suprême Automobile dédiée au montage de bus de marque Mercedes-Benz. Actualité largement relayée dans la presse, aussi bien locale qu'internationale, comme ici ce papier de Agence Ecofin que je vous relate et qui titrait « La RDC se dote d'une nouvelle usine de montage de bus Mercedes ». Le papier continue en disant « Annoncé depuis plus de 3 ans, la nouvelle usine de montage se veut un symbole de la reprise de l'industrie automobile en RDC. » Une nouvelle usine de montage de bus, la marque Mercedes, inaugurée donc le 10 juin, alimentée, on est à Kinshasa, par le président congolais Tshisekedi, d'une capacité de production de 25 bus par mois. Elle réalisera à ses débuts le montage de 2 modèles, à savoir un modèle Mercedes-Benz 1723, 49 places assises, et Mercedes-Benz 917, 39 places assises. L'article termine plus ou moins en disant voilà que cette implantation, cette unité, figure parmi les points d'accord signés en 2020 avec Survey, ou AirServe, je pense que c'était, ou Survey, je ne sais plus, dans le cadre de la livraison de 670 bus à Transco. Transco, pour ceux qui ne savent pas, c'est la Société des transports du Congo. C'est la société qui assure en fait le transport interurbain, notamment dans la capitale Kinshasa, et qui a vocation normalement à s'étendre dans toutes les grandes villes, ou en tout cas la plupart des grandes villes de la RDC. Un marché donc, on nous dit, décroché par plusieurs entreprises. L'initiative s'inscrit dans une démarche de relance de l'industrie automobile congolaise, autrefois florissante, portée par des constructeurs comme General Motors et Iveco, qui ont été forcés de fermer leurs usines à la suite des grandes émeutes en 91-93. Vous vous souviendrez peut-être, et pour ceux qui ne le savent pas, je vous rappelle, je vous signale, 91-93, début des années de la décennie 90, donc la RDC a connu de terribles remous qui ont fini de décapiter notre économie parce qu'il y a eu des scènes de pillage. Tous les investisseurs, le peu qui étaient restés dans le pays, ont pris la peau d'escampette. Voilà. C'est pas la seule chose qui a tué l'économie de notre pays, parce que je vous rappelle, pour ceux qui suivent un peu, l'économie de notre pays, elle a commencé à être tuée déjà au moins 20 ans avant ça, c'est-à-dire au début de la décennie 70, avec notamment le phénomène de zaïrianisation, c'est-à-dire une nationalisation plus ou moins des biens et des unités de production appartenant à des expatriés, sans assurer un contrôle ordonné, un passage ordonné, transfert ordonné de compétences. On l'a fait un peu n'importe comment. Et voilà, ça a beaucoup impacté notre industrie. Et 20 ans après, au début de la décennie 90, c'était vraiment la fin. Et beaucoup d'observateurs sont d'accord pour dire que le pays ne s'en est carrément jamais relevé. Voilà un peu le contexte dans lequel on analyse ces faits. Voyez-vous? Voilà un peu le contexte dans lequel on situe le sujet du jour. Et là, on a eu droit à une flopée de réactions, dont je vous en tire quand même certaines des plus emblématiques sur les réseaux sociaux, de certaines personnalités, notamment de premier plan, dans la scène, dans la vie de tous les jours dans notre pays. Et vous pouvez toujours voir ça sur les réseaux sociaux. Ici, il n'est pas question de faire des fixettes sur les individus, mais plutôt de regarder des réflexions que d'autres compatriotes émettent sur une thématique qui nous concerne tous et d'essayer de voir est-ce que ce jus de cerveau il est potable, qu'est-ce qu'il y a à apprendre, parce qu'à la fin de la journée, on est tous des compatriotes et chacun de nous a le droit de réfléchir sur comment il entend le développement de notre pays. Donc, c'est pas du tout des attaques. C'est plutôt pour comprendre qu'est-ce que tel compatriote pense. Peut-être que je suis d'accord, peut-être que je suis pas d'accord, peut-être que vous êtes d'accord, peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Alors, on regarde ici, en gros, vous allez voir, c'est vraiment ce point de vue ici qui représente une certaine décrédibilisation de ce projet, hein, une critique acerbe, mais assimilable carrément à un lynchage de ce projet. En gros, c'est un manque à gagner pour la DGDA. La DGDA, c'est les douanes en RDC. C'est un manque à gagner. On parle même carrément de complot contre les douanes de la RDC. C'est dire, hein, allez-y, allez voir la virulence des termes utilisés.
Donc, en gros, au lieu d'importer des bus finis, des bus voilà, finis, qui vont faire qu'on paye gros à la DGDA, donc à la douane, à l'entrée du pays, eh ben, on importe des pièces détachées, on fait ça, donc on essaye par ce biais-là de contourner la douane ou en tout cas de minorer ce que l'on devra à l'État congolais à travers la douane. Ça reste quand même à démontrer, mais bon, en tout cas, c'est le point de vue de certains compatriotes. Et on fait semblant de créer quelques emplois. Je vous rappelle ici que l'article, qu'on parle de 500 emplois. Dans 500 emplois, je ne sais pas, faites-vous votre propre opinion. Dans un pays comme la RDC, 500 emplois, moi, je dis, on ne crache pas dessus. Emplois existants, emplois nouveaux, emplois requalifiés, 500 emplois dans un pays dévasté comme il est par le chômage, moi, je serai le dernier à cracher dessus. Mais ça ne veut pas dire que le projet soit incriticable et que l'on ne puisse pas ensemble, en tant que nation, réfléchir dessus. Donc voilà un peu, on a d'une part des avis de compatriotes tout à fait respectables qui pensent que non seulement c'est une aberration économique, mais c'est même une, voilà, c'est une trahison, c'est un complot, c'est une arnaque, c'est une escroquerie. Ça, c'est un point de vue qui représente l'avis de certains de nos compatriotes. Vous me donnerez le vôtre, vous me direz ce que vous en avez pensé. Mais d'autre part, les réponses n'ont pas tardé. Et ces réponses-là, vous verrez qu'elles sont plutôt orientées sur le côté un peu économiquement myope de la critique que je viens de vous relater ici. À savoir que que cette critique que je venais de vous relater oublie totalement le fait que ce projet sera générateur de multiples autres revenus, notamment fiscaux. Une telle entreprise engendre, qui crée des emplois, qui vient monter une usine de production sur place chez nous, devrait générer de multiples revenus à notre État, au-delà des simples douanes. Bref, impôt sur le revenu, impôt sur le bénéfice, toute la fiscalité directe et indirecte autour des revenus dus à l'État. C'est un point de vue. Et moi, je pense qu'il est temps que l'on considère aussi que notre État devrait quand même se réveiller de cette paresse, on va dire, euh, traditionnelle, peut-être culturelle, peut-être ça a toujours été comme ça, d'avoir que certains points bien localisés qui sont les seuls générateurs de revenus. C'est pour ça qu'on voit par exemple des phénomènes que l'on peut tous décrier, les douaniers qui s'enrichissent de manière insolente parce qu'ils sont la porte d'entrée, ils sont les seuls dans un pays, je vous rappelle, qui produit très peu, qui ne produit pratiquement rien. Donc les douaniers, ils sont à la porte, ils sont les gardiens du temple, ils sont les gardiens à l'entrée du pays parce qu'on importe tout. Donc tout ce qui rentre doit être contrôlé. Tout ce qui rentre doit être sujet à des frais de douane, doit être sujet à des impositions, etc. Et ce serait encore bien si tout ça finissait dans les caisses de l'État, systématiquement. Mais bon, vous savez comment ça se passe chez vous et chez nous. Je vous passe les détails. Voyez-vous. Donc, cette culture de la cueillette et du ramassage, où les douaniers sont juste assis, la population importe, eux, ils sont là pour juste, ah, cette matière-là, qu'est-ce que le code des importations dit? C'est autant. Voilà, c'est autant. Telle matière-là. Pourquoi pas? Mais les douanes, c'est aussi l'exportation. J'aurais aimé que nos douanes soient si riches, rentrent autant d'argent, s'il s'agissait aussi d'argent qu'on exporte. Parce que quand on a exporté, ça veut dire qu'on a produit, qu'on a transformé et qu'on est prêt à revendre. Parfois, on fait de la réexportation, c'est-à-dire on n'a pas produit, on a acheté, mais en tout cas, on a ajouté un peu de valeur ajoutée et puis on revend. Il y a eu au moins un peu de transformation. C'est ça, en fait, le principe de l'exportation. Et quand on fait ça, ça crée des emplois. Parce que importer, quand on importe, comme notre pays le fait aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est on crée des emplois à l'étranger. C'est tout ce qu'on fait. On crée des emplois à l'étranger parce que la machine, la voiture, l'équipement, le produit que tu fais venir de Chine, eh ben, il a été conçu, il a été fabriqué en Chine, il a été mis en boîte en Chine, mis en paquet en Chine, il a été transporté en Chine et à chacune de ces étapes, c'est un emploi d'un ou plusieurs Chinois. Le concepteur, le constructeur, le transporteur, celui qui a mis en boîte, etc., jusqu'à celui qui a fait l'expédition. C'est des emplois qui sont générés en Chine ou dans l'autre pays ou dans n'importe quel autre pays, comme vous voulez,
Donc, on a fait vivre leur économie et nous, ils nous font venir un produit fini que l'on consomme, souvent de manière tout à fait individuelle, rarement à échelle d'une entreprise. Donc, importer, c'est créer des emplois à l'extérieur. Nous, on aimerait devoir créer des emplois chez nous. Quoi qu'il en soit, on peut le faire différemment, on peut mieux le faire que c'est fait aujourd'hui, mais c'est ça le principe. Ce principe-là ne devrait pas être discutable. On devrait au moins tous se mettre d'accord là-dessus, parce que toutes les nations qui se prennent au sérieux se sont déjà mis d'accord là-dessus. Je ne parle même pas du fait que importer, eh ben, c'est importer, c'est appauvrir notre réserve en devises. C'est créer une balance de commerce négative parce que quand tu achètes des produits en Turquie, en Chine, en Inde, en Afrique du Sud, toi tu es au Congo, tu penses que tu les achètes dans quelle monnaie? Parce que tu n'as pas, tu n'as pas la lire chez toi, tu n'as pas de livre chez toi, tu n'as pas tu n'as pas de yuan chez toi, tu n'as pas de rand chez toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends le peu de francs congolais que tu as, tu les transformes en dollars, qui est la monnaie, en tout cas la grande monnaie reconnue du commerce international. Donc tu aspires toutes la monnaie nationale qui traînait chez toi pour avoir suffisamment de dollars pour aller acheter à l'extérieur et faire venir les produits. Qu'est-ce que tu fais? Tu crées une raréfaction, de ta monnaie nationale. Et puis on s'étonne que notre monnaie ne fait que dégringoler. Mais c'est des principes économiques simples, les amis. Il faut à un moment que l'on commence à les appliquer. Donc, importer, c'est un, créer des emplois à l'étranger qui auraient pu être créés chez nous, au moins en partie. Et deux, c'est appauvrir notre pays en devises parce que tu ne peux pas passer ta commande en francs congolais pour un produit qui se trouve à l'autre bout du continent, ou en Chine, ou au Japon, ou en Inde. Tu dois mettre ça en dollars. Donc, tu raréfies tes francs congolais et ce qui devient rare devient cher. Donc, le franc congolais dévalue. Il faut plus de francs congolais pour avoir le même montant en dollars. Voilà. Voilà le principe. Voyez-vous. Donc, moi, je suis plutôt pour ce genre de diversification-là. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez. Il y a les uns qui pensent que, voilà, ce projet, qui critiquent ce projet-là. Moi, je vous dis, sur le principe, je pense que c'est comme ça que moi, je vois la chose. Allez-y me dire ce que vous pensez des deux écoles de pensée, si on peut les qualifier ainsi, mais en tout cas des deux opinions.